Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à l'IUT d'Évreux pour la suite de la Fête de la Science, avec aujourd'hui une émission donc en direct de l'IUT, je vous l'ai dit, et puis deux invités du laboratoire LMSM qui vont se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ivan Bourrigo, je suis doctorant donc, au LMSM, laboratoire de microbiologie, signaux et micro-environnement en deuxième année. Ok, je vais peut-être pas, je vais me rappeler que de LMSM, vous me pardonnerez parce que là, d'accord, merci. Et bonjour, donc je m'appelle Audrey David et je suis doctorante aussi au LMSM et pareil que Ivan, du coup en deuxième année. Est-ce que vous pouvez me présenter juste brièvement et puis après on va peut-être lancer un petit reportage pour mettre plus de détails. Le LMSM donc, est un laboratoire de microbiologie et donc la thématique principale de recherche est l'étude du rôle de la communication et de l'impact des facteurs environnementaux ou eucaryotes sur la virulence et l'adaptation bactérienne. Ok. On part sur le reportage ? Allez, on y va.
Eh bien, de retour sur le plateau avec. Alors, moi, j'ai vu plein de jouets pour des scientifiques. J'ai vu des microscopes de toutes sortes. J'ai vu de l'anaérobio, j'ai vu de l'ADN. J'ai vu. Bon, ça me rappelle mes années fac, mais j'ai vu plein de choses qui. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu pour peut-être le commun des mortels, qui est un petit peu moins scientifique que vous, ce que vous faites au laboratoire? Du coup, le laboratoire est organisé en 3 axes principaux. Donc, le premier axe qui est le système senseur et transducteur bactérien, donc, qui consiste en l'étude des bactéries et de la façon dont ils vont percevoir et réagir à différents changements environnementaux pour pouvoir survivre notamment. Et du coup, le deuxième axe... Donc le deuxième axe, c'est donc la communication dans le microbiote humain. Dans cet axe-là, on étudie l'impact et la communication donc, des bactéries au niveau soit de la peau ou des voies aériennes. Et enfin, donc, le dernier axe, qui est la communication dans le microbiote végétal, où là, donc, on essaie de comprendre l'impact des pathogènes chez certains végétaux et on essaie donc de trouver des moyens de lutte responsables et écologiques pour pallier à l'utilisation des pesticides notamment. Alors pour faire peut-être un lien avec l'actualité et ce qu'on traverse avec la Covid, quand j'entends voie aérienne, vous étudiez particulièrement, vous pouvez, alors peut-être pas la Covid en elle-même, mais ce genre de virus qui pourrait infecter les voies respiratoires. Alors nous, donc, comme on l'a dit, on est un laboratoire de microbiologie, donc on se préoccupe principalement des bactéries. D'accord. Et donc pour tout ce qui concerne donc, les virus, c'est vraiment des laboratoires de virologie qui vont être spécialisés. Nous, on a des notions, mais on n'est vraiment pas spécialiste de ce domaine-là. Du coup, on peut peut-être préciser sur la microbiologie. Donc, c'est différent, ça comprend différents micro-organismes, donc les virus, les bactéries, les parasites, etc. Et du coup, nous, au sein du laboratoire, on est vraiment axé bactériaux. D'autres laboratoires de microbiologie aussi vont être axés virologie, etc. D'accord, j'y vois plus clair. Je crois que vous m'avez amené... Ah non, peut-être votre recherche est liée forcément, puisque vous êtes doctorants tous les deux, hein, je ne dis pas de bêtises. Peut-être faire un lien entre le laboratoire et puis votre doctorat, la recherche que vous effectuez en ce moment. Du coup, alors moi, mon sujet de thèse, il s'inscrit dans l'axe système senseur et transducteur bactérien. Donc, je vais travailler sur 3 protéines, en fait, qui sont compris dans un système de régulation chez un pathogène opportuniste qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. Et donc, on essaie de voir comment il va réagir à différents Alors, on sent que vous le connaissez par cœur, parce que vous l'avez dit très vite. Est-ce que vous pouvez nous le redire juste pour le plaisir? Alors, du coup, je travaille sur 3 protéines. Non, juste le nom du... Ah, le nom de la bactérie? Oui. Alors, Pseudomonas aeruginosa. Ah, c'est ça, merci. D'accord, donc du coup, je vous ai coupé et vous travaillez sur ce... Voilà, c'est ça, sur un système de régulation en fait, chez cette bactérie. D'accord. Et donc moi, mon sujet de recherche s'inscrit donc dans l'axe communication dans le microbiote végétal. Et donc mon sujet est plantes et phytoprotection persistance. Et donc de façon plus simple, il consiste à trouver un moyen de lutte écologique pour protéger les tubercules de pommes de terre. Car la pomme de terre est victime entre guillemets de certaines bactéries et qui entraînent des pertes économiques conséquentes. Et donc je travaille sur 2 bactéries issues de l'environnement qui ont des propriétés de biocontrôle, donc une lutte naturelle et écologique pour pallier à l'utilisation des produits chimiques dans l'environnement. Alors là encore, on est dans l'actualité. Alors c'est sur la pomme de terre plutôt que d'être sur la betterave, mais on sait qu'en ce moment, il y a un gros travail autour de la betterave justement, puisqu'il y a un certain nombre de pesticides qu'on voudrait éviter, qui sont assez nocifs du coup pour la planète et en l'occurrence pour les abeilles. Et là, pour le coup, donc vous êtes un petit peu, si je fais le parallèle, un petit peu monsieur pomme de terre de ce genre d'études. On peut dire ça un peu, ouais. Merci. Je crois que vous nous avez amené des petits échantillons et Oui. Expliquez-nous un petit peu le type d'expérience que vous avez pu réaliser. On a fait une expérience très très simple. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu mettre en évidence la présence donc, de bactéries au niveau de notre microbiote cutané, donc au niveau des mains. Donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement donc on a préparé des géloses nutritives et sur lesquelles donc on a fait plusieurs. Alors avant que vous m'expliquiez votre protocole, je trouve ça intéressant parce que hier on avait une émission. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez la retrouver sur le site de la Fête de la Science. On avait une émission et on a déjà travaillé sur une expérience du même type. Mais alors bien sûr, on ne va pas comparer les expériences puisque le protocole n'est pas le même, l'objectif n'était pas le même, mais c'est complémentaire et du coup je trouve ça plutôt intéressant. Donc je vous laisse nous expliquer comment vous avez procédé.
grosso modo, donc on a préparé donc, notre milieu nutritif et donc on a ensuite testé différentes conditions. Donc on a déposé nos mains telles quelles, sans les laver sur la gélose. Ensuite, nous avons fait un lavage des mains pendant 5 secondes, donc un lavage très rapide. Nous avons fait un autre lavage, donc cette fois-ci plus efficace, de 30 secondes. On a également donc utilisé du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Et enfin, on a essayé de récupérer donc, ce qu'il y avait sur nos masques pour essayer de voir quelles bactéries étaient présentes au niveau des masques. Après utilisation. Je peux vous aider? Oui, alors... Je commence par quoi? Là, dans un premier temps, donc ici, Celle-ci, ouais. c'est donc la première, donc les mains sales. Donc là, on peut voir qu'on a plusieurs bactéries de toutes sortes, donc ce qui montre que au niveau de notre microbiote cutané de la peau, on a quand même une diversité importante. Voilà. Ensuite, je vais prendre la deuxième. Donc là, la deuxième, c'est donc après un lavage de 30 secondes. Donc on peut voir que de 5 secondes, pardon. Donc malgré un lavage de 5 secondes, on peut voir qu'on a quand même beaucoup de bactéries qui sont encore présentes sur la peau. Et cela montre donc la nécessité de faire un lavage plus important. Et là, tiens, on y va. et là, Celui-là. du coup, ouais. On est sur Donc celle-là, donc c'est le lavage après 30 secondes. Donc là, on voit qu'on a en J'espère effet que ma beaucoup moins de chemise est propre, bactéries. parce que sinon... J'espère pour vous. Et donc là, après un lavage de 30 secondes, on a quand même une réduction de la population bactérienne, donc qui montre l'efficacité d'un lavage de 30 secondes. Et du coup, alors, moi j'ai l'expérience avec le gel hydroalcoolique. Donc, je sais pas si on va bien voir avec mon haut. Peut-être sur qui le me nord, fait, là, peut-être hop. quelque chose de... Donc là. Ouais, vous allez voir, Ouais, notre, voilà, là, on notre voit bien. cadreuse est impeccable. Et du coup, on peut voir qu'il reste quand même des bactéries, donc d'où l'intérêt de laver ses mains avec un gel hydroalcoolique et procéder au savon par la suite. Hop. Et du coup, ça, c'est ce qu'on récupère sur nos masques en fait. Donc, ce qu'on voit, c'est donc, également qu'il y a des bactéries. Donc là, qu'on comprenne bien, c'est ce qui est sur l'extérieur du masque. C'est ça. C'est ça. Donc, ce qui nous montre l'efficacité du masque. Exactement. Donc, évitez de retourner votre masque, par exemple. Ou de le toucher avec de le les toucher, mains. Et, ou de le etc. poser n'importe où, c'est ça? Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir fait partager un petit moment avec le laboratoire LMSM. On va lancer le reportage pour nos autres invités qui vont arriver sur le plateau. Il s'agit de N2S et Praxens, qui sont deux laboratoires qui sont aussi ici à l'IUT d'Évreux. On est allé les voir dans le laboratoire il y a quelques temps et puis on en a fait un petit reportage. Donc on envoie ça. Allez hop, c'est parti. Bienvenue au centre de sécurité sanitaire de Normandie à Évreux qui héberge deux structures que sont Praxens et N2S. Donc Praxens est un CRT, donc Centre de ressources technologiques, qui fait du transfert et du développement de nouveaux produits. Et N2S qui est un groupement d'intérêt public qui est spécialisé dans la sécurité sanitaire. Alors ici, nous avons le bureau du GIP PFT N2S. Donc notre mission est d'assurer le transfert technologique entre la recherche et les industries grâce à une équipe de scientifiques et un réseau d'experts. Nous constituons une entrée unique pour les industriels afin de répondre à leurs besoins grâce à la mise en place de projets et de collaboration entre des industriels, des universitaires et même des étudiants. Parmi les services proposés, Praxens fournit un accompagnement sur la conception et la formulation de boissons, comme l'extraction de jus de fruits frais. Praxens peut également faire l'étude de différents caractères physico-chimiques des boissons, tels que par exemple l'étude du pH, permettant de mesurer l'acidité ou non d'une boisson, mais également l'analyse de la couleur, de la texture et plus largement l'évaluation de la valeur nutritionnelle des produits afin d'élaborer l'étiquetage des produits. La dernière étape des prestations sur les boissons consiste à la fermeture des à la mise en bouteille et à leur fermeture par capsulage des bouteilles, mais nous pouvons également sertir des canettes et faire des boissons gazeuses avec un pilote de gazéification à boisson. On va procéder à une analyse microbiologique du jus, d'un jus de fruits.
Donc là, on commence par homogénéiser le produit correctement. On fait un prélèvement donc, en zone stérile. Donc voilà, elle utilise une pipette stérile et elle prélève directement dans le produit. Donc ensuite, pour déterminer la quantité de bactéries qu'il y a à l'intérieur, on va réaliser des dilutions qu'on appelle décimales, c'est-à-dire qu'on divise la concentration de 10 en 10 dans chaque tube. Donc elle prélève 1 millilitre de produit, qu'elle met dans 9 millilitres d'un diluant, qu'elle va homogénéiser, et ensuite elle va reprélever donc, dans le premier tube pour mettre dans le deuxième tube, et donc refaire à nouveau une dilution au dixième. Donc, ce qui fait qu'on fait des dilutions au dixième, au centième, au millième, etc. Elle mélange, elle reprélève pour mettre dans le deuxième tube. Ensuite, une fois que les dilutions sont faites, on les répartit dans des boîtes de pétri. 1 millilitre dans chaque boîte de pétri. Une fois qu'elle a fait ça, elle va rajouter un milieu de culture donc qui va correspondre au type de micro-organisme ou de bactéries que l'on recherche. Donc voilà, elle coule. Donc la gélose, on l'appelle donc PCA et elle est en surfusion, c'est-à-dire qu'elle a une température suffisamment importante pour être encore liquide, mais pas trop chaude pour ne pas tuer les bactéries. Donc c'est à peu près 47 degrés la gélose en surfusion. Donc là elle est encore liquide, elle va homogénéiser donc, son prélèvement avec la gélose et après on va laisser solidifier avant de placer en étude. Donc à l'issue de la période d'incubation, on procède au comptage des colonies. Et en ramenant au facteur de dilution, on trouve le nombre de colonies présents initialement dans la boisson. Pour déterminer donc la durée de vie des boissons, par exemple, qui se conservent à basse température, enfin en conditions de réfrigération, donc on fait des vieillissements à 4 degrés ou à 8 degrés, et donc on suit au cours du temps l'évolution des germes. Et donc sur les boissons pasteurisées, par contre, on fait ce qu'on appelle des tests de stabilité. Donc on incube à une température plus élevée et on regarde s'il n'y a aucun germe qui se développe pendant cette période-là. N2S et Praxens sont dotés d'un parc technologique spécialisé dans la décontamination thermique. Donc on est capable, grâce à ces technologies, de décontaminer différentes surfaces de tout micro-organisme, comme par exemple ici des farines ou des poudres grâce à la lumière pulsée ou des liquides grâce aux ultraviolets. Fort de son parc technologique et de son expertise dans la formulation et la sécurité sanitaire, N2S et Praxens ont su se faire reconnaître dans différents domaines comme l'agroalimentaire, la cosmétique et la pharmaceutique. Alors de retour sur le plateau, ça ne vous aura pas échappé, c'est la magie de la télé. On a changé d'invité. Donc avant de revenir sur le reportage, peut-être vous accueillir, vous dire bonjour. On est sur le campus d'Évreux, à l'IUT, et on vous accueille aujourd'hui N2S et Praxens. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, donc Nadine Picard, je suis la directrice de Praxens, qui est un centre technique, comme on vous l'a présenté dans le reportage précédemment, qui fait entre autres de la décontamination et de la formulation de produits agroalimentaires. Donc bonjour, c'est Golène de Perra, je suis chargée de projet et de développement chez Praxens et vous m'avez déjà vu précédemment dans le quiz réalisé au lycée Sangor. C'est vrai, on était hier ensemble au lycée et ça s'est bien passé d'ailleurs, un bon retour des élèves et qui ont participé activement à votre quiz. C'était très sympathique. Agréablement surprise, oui.
Est-ce que, on peut peut-être revenir sur le reportage qu'on a vu. On a eu la chance vous nous avez accueillis il y a quelques semaines maintenant au sein de vos laboratoires. Et puis on a fait un petit tour un peu de l'ensemble des laboratoires. On a essayé de retranscrire par le biais de notre petit reportage. Est-ce qu'il y a des compléments à apporter? Sûrement. Bien sûr, mais c'est assez synthétisé. Le process, en fait, partir d'une matière première, la transformer pour qu'elle devienne un jus, suivre son évolution au cours du temps et suivre les contaminations microbiologiques, éventuellement décontaminer ces produits. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a choisi aujourd'hui un petit peu de vous illustrer en partant... Oui, parce que j'ai vu que vous n'étiez pas venu les mains vides, mais un petit peu tôt pour boire du cidre quand même. Hein. Ma foi. Éventuellement manger des pommes, un petit jus de pomme, ça pourrait se faire. Non, plus sérieusement, donc vous nous avez amené un certain nombre de produits et, pour un petit peu expliquer votre expertise et décliner, je trouve ça être dans le concret entre la réalité, ce qu'on a chez nous, hein, du vinaigre de cidre en bon normand, et puis quel est votre travail ? Pourquoi le vinaigre de cidre est ici? Oui, voilà, tout à fait. En fait, on a profité de cet instant pour rebondir sur ce reportage et vous parler un peu de notre savoir-faire à partir d'un produit 100% normand qu'est la pomme. Donc, la pomme, c'est un fruit qui est très riche. Il est riche, je vous ai fait une petite fiche, en eau, en glucides, en fibres alimentaires et également en vitamine C, ce qui en fait un excellent cas puisqu'il ne fait que 80 kilocalories à peine par pomme. Et ce qui explique également pourquoi ce fruit est également le plus consommé des Français avec près de 20 kg par an et par foyer. Alors, peut-être rajouter que la pomme, en Normandie en plus, c'est quand même un produit typiquement normand, qui en a un nombre de variétés. Je crois qu'il y a plus de 1000 variétés en Haute-Normandie seulement, de pommes. Quand on va au supermarché, on n'en voit pas 1000 variétés. Hein. On n'en voit que quelques variétés. 2, 3, 5, allez 5 pour être gentil. Oui, ça Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont sélectionnées pour leur qualité, qui ne sont pas forcément des qualités nutritionnelles, mais qui sont plus des qualités liées au transport, liées et puis il y la a conservation. Aussi une notion de saisonnalité aussi, saisonnalité. Pour échelonner la récolte entre le début et la fin. En fait, c'est aussi pour ça qu'on voit une évolution de variétés, puisque certaines sont plus précoces, d'autres sont plus tardives. Oui, c'est ça, on trouve les premières peut-être au mois d'août, on parle pour la Normandie, et puis là, en ce moment, on en récolte encore, et on va aller jusqu'au mois de novembre facilement, jusqu'aux premières gelées. C'est ça. Et puis certaines se conservent très longtemps, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en cave en les ayant récoltées peut-être au mois de septembre, et puis les manger pratiquement toute l'année finalement. Oui. C'est ça, puis on a des pommes à couteau, et des pommes à jus, et des pommes à cidre. Continuons alors du coup. Et donc justement, par rapport à cette pomme, on peut très bien la consommer comme telle, mais il est possible également, via diverses technologies et procédés actuellement disponibles, de la transformer tout simplement en jus de pomme. Et en tant que microbiologiste, on ne peut pas s'arrêter juste à ça, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sur notre pomme, il y a tout un tas de micro-organismes. On parle de flore naturelle. Et donc, ce produit, ce jus de pomme, si on le laisse tel quel, il peut très bien se transformer en un délicieux cidre par tout simplement un processus appelé fermentation. Désormais, avec nos connaissances en microbiologie, on est capable de contrôler cette fermentation, d'ajouter nous-mêmes des ferments microbiologiques qui vont donc... Alors, je me permets juste de vous couper là-dessus. C'est naturel, ça, en fait. Les gens ne savent pas forcément. D'ailleurs, c'est l'une des questions qu'on a posées sur le marché, sur le quiz. Donc, je vous laisserai regarder tous les génériques. Il y a un moment où il y a cette question-là qui arrive. Mais c'est un processus naturel. C'est comme ça que se fabrique le cidre. C'est pas vos labos. C'est juste pour faire, vous voyez, faire le lien. C'est pas vos labos qui ont rajouté des petites molécules de quelque chose pour... non, c'est un phénomène naturel. C'est ça. Ce sont des micro-organismes qui se... Pardon. Ce sont des micro-organismes qui se trouvent naturellement dans l'environnement et qui, bien gérés, permettent d'obtenir des fermentations bénéfiques qui donnent des produits avec des goûts et des arômes
spécifique. Et donc, justement, juste pour rebondir sur la fermentation, parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, cette fermentation, en fait, c'est l'utilisation du sucre contenu dans cette pomme par les micro-organismes pour créer du gaz, donc c'est les petites bulles qu'on va trouver dans notre cidre, et également des arômes et de l'alcool, bien sûr, d'où son petit nom, fermentation alcoolique. Et bien évidemment, en fait, les producteurs peuvent également choisir de faire un autre produit qui est le vinaigre de cidre en utilisant d'autres ferments pour assaisonner les plats des fins cuisiniers. Voilà, et donc là, on vient de vous parler des micro-organismes qui sont utilisés de façon bénéfique. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que ce jus de pomme, si je le laisse à température ambiante, eh bien justement, ces micro-organismes qui se trouvent naturellement dans ce jus de pomme vont pouvoir l'altérer et entraîner des mauvais goûts. C'est pour ça que ça pique au bout d'un moment. Ça peut, voilà, ça, ça peut. Et au pire, on pourrait avoir des inconforts si on consommait ce jus qui n'est pas correctement conservé. Donc les microbiologistes ont travaillé sur les micro-organismes, sur leurs conditions de culture, leurs conditions au contraire de ralentissement. Et c'est pour ça qu'en fait, on sait que le froid ralentit la croissance des micro-organismes. C'est donc pour ça qu'on vous conseille de conserver vos jus de fruits non traités au réfrigérateur, de façon à ce que les micro-organismes ne se développent pas trop vite. À l'inverse, si on veut quand même pouvoir conserver ce jus de fruits pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il existe des procédés thermique comme la pasteurisation, donc qui est un chauffage à une température, on va dire, au-dessus de 70 degrés, mais moins forte que 100 degrés, pendant quelques minutes, de façon à détruire une partie de ces micro-organismes. Et il faudra quand même toujours conserver ce jus de pomme au réfrigérateur. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une DLC, parce qu'en fonction du processus qu'on a utilisé, la date limite de consommation ne va pas être la même, c'est ça? Exactement. Quand on est sur des procédés qui ne font que augmenter la durée de vie, mais quand il faut rajouter du froid pour qu'il n'y ait pas d'altération du produit et de risque pour la santé du consommateur, on parle de DLC, donc date limite de consommation. À l'inverse, si ce jus de fruits, je le stérilise, c'est-à-dire que je le traite à une température très supérieure à 100 degrés, donc là je vais détruire l'ensemble des micro-organismes qui étaient dans ma bouteille, jusqu'à ce que je ne l'ouvre. Ce jus de pomme, je vais pouvoir le conserver à température ambiante pendant une durée de plusieurs mois, voire années. Et là, dans ce cas-là, on ne parlera plus de DLC, mais de DDM, donc date de durabilité minimale, qui est en fait plutôt une durée organoleptique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de danger pour la santé du consommateur. À l'inverse, en fait, quand même, vont être un peu perdus, au bout d'un moment, on ne peut pas quand même garder 10 ans un jus de pomme, mais en tout cas, d'un point de vue santé, on pourrait le consommer après 10 ans de conservation. Donc ça, c'est des procédés. J'ai lu, je fais une petite digression, mais j'ai lu que sur des conserves, c'était c'est un autre procédé, mais c'est quand même de la conservation, c'est de la pertisation. Et les sardines, on conseille de les garder très très longtemps. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que... Non, en fait, c'est vrai que d'un point de vue 100% microbiologique, elles sont stabilisées. Donc, tant que vous n'ouvrez pas votre boîte, vous pouvez les conserver. Après, ce que je vous dis, c'est l'évolution organoleptique. Donc après, c'est vrai qu'il peut se passer des processus biochimiques qui font que peut-être... Reste à prouver que la sardine évolue aussi bien que le bon vin, quoi. C'est ça. C'est ça. Par contre, j'ai pas de compétences sur la sardine, donc je m'arrêterai là. Donc voilà. Donc là, on parlait des processus thermiques qui permettent de conserver. Il existe aussi éventuellement l'utilisation de processus chimiques en utilisant par exemple des conservateurs qui peuvent limiter la croissance des micro-organismes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on n'est plus tellement dans une ère où on aime beaucoup parler de conservation avec utilisation de processus chimiques. Donc, Praxens et N2S, justement, alors on voit un petit peu, mais on nous a vu pendant la vidéo, nous sommes spécialisés dans des technologies qui utilisent autre chose que la température, qui utilisent la lumière pour décontaminer.
Et donc, soit la lumière pulsée, soit les UV. Et l'intérêt de ces technologies de décontamination, c'est que ce sont des technologies douces, donc qui préservent les qualités nutritionnelles du produit et qui sont compatibles avec le label bio. Très bien. Et en guise de conclusion peut-être J'aimerais tout simplement conclure Oui. sur le reste des pommes, parce que je ne sais pas ce que vous en faites, mais il nous reste généralement des coproduits, ce qu'on considère généralement comme des déchets, Absolument. qui sont malheureusement donc la peau de la pomme, pour ceux qui n'aiment pas la manger, je ne sais pas si vous la voyez, ou également les pépins de pommes. Donc là, ça va être compliqué de vous les montrer. Mais enfin, tout le monde connaît un petit peu les pépins. Pour ces pépins de pommes, par exemple, on peut récupérer la pectine. C'est une protéine que l'on retrouve dans ces pépins et qui va permettre de gélifier naturellement en fait nos gelées ou nos confitures. Nous avons également la possibilité de les broyer pour faire un exfoliant qu'on va rajouter dans des gommages naturels et doux pour la peau. Et enfin, concernant la peau de la pomme, nous avons... Enfin, une alternative au plastique. Voilà, une alternative au plastique, puisque vous savez, les pailles vont bientôt disparaître. Les pailles en plastique vont bientôt disparaître. Et donc, certains producteurs ont réutilisé la peau de la pomme pour faire des pailles qui sont comestibles, qui sont croquantes, délicieuses et acidulées, et qui vont pouvoir être biodégradables. Alors, la prochaine fois que vous venez, vous nous faites un cocktail. Et on utilise vos pailles. Pas de souci. On a à base de pommes. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre intervention et de tous ces éclaircissements sur votre travail ici au sein du campus d'Évreux. Écoutez, je vais vous dire au revoir à tous. Vous souhaitez une bonne journée. Ah puis non, on se retrouve tout à l'heure parce qu'on a un nouveau direct cet après-midi, toujours ici en direct du campus d'Évreux, à l'IUT, un direct. Rendez-vous à 14h pour le direct. Sur la même plateforme, on se retrouve, allez, à la fête de la science. Qu'est-ce qui vous permet d'obtenir naturellement des bulles dans le cidre? Est-ce que vous savez ou... C'est du gaz. Il faut mettre un ingrédient. Quel ingrédient? Je sais pas, de l'azote? Des levures. La levure. Ouais, c'est bien ça. Bravo, donc c'est bien la levure en réalisant la fermentation qui transforme le sucre en alcool et en gaz. Il existe une grande variété de levures, dont la saccharose, vendue pour faire du cidre du coup à la maison. 1-0 pour toi. Vous savez ce qu'est une industrie agroalimentaire? La transformation des matières premières pour l'alimentation? C'est ça, c'est la transformation de la production agricole de chasse et de pêche à destination de la consommation humaine ou animale. Je vous remercie, vous avez quand même bien répondu aux questions. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bon